Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans La Voix est libre, l'émission politique de France 3 Alpes. Une émission politique qui démarre avec un peu de retard. C'est les aléas du direct. Notre invité, Jean-Luc Rigaud, maire d'Annecy, nouveau centre, conseiller général, a eu quelques soucis sur la route. Ça va, tout va bien? Tout va bien. Très froid ce matin au départ d'Annecy, la voiture a un peu octé et puis des bouchons à Chambéry. Donc l'émission est en direct, donc vous pouvez nous adresser vos réactions et tout de suite vos questions sur notre messagerie alpes@france3.fr. Jean-Luc Rigaud, on vous connaît peu, vous êtes avant tout un élu local, d'ailleurs c'est ce que vous revendiquez aussi, c'est donc l'occasion de faire plus ample connaissance avec vous, d'autant plus que votre discrétion ne vous a pas empêché quand même d'être sous les feux de l'actualité récemment, la candidature plus que malheureuse d'Annecy 2018 et puis plus récemment votre prise de position en faveur de François Bayrou. Pour quelqu'un du nouveau centre, c'est un peu particulier, on y reviendra. Autre particularité, vous êtes un élu qui avait conservé son emploi, vous êtes toujours ingénieur à la SNCF, à la direction régionale de Chambéry chargée de l'aménagement des gares. Pourquoi avoir voulu conserver cette fonction? J'allais dire, est-ce que les indemnités d'élus ne suffisent pas? Oh, c'est pas du tout une affaire d'indemnité, évidemment. C'est mes convictions profondes pour l'entreprise SNCF. Et aujourd'hui, je travaille très peu. J'ai quelques missions auprès du directeur régional qui est basé à Lyon maintenant et de la direction générale des gares pour accompagner cela. Mais ça m'occupe très peu. Ça m'occupe une demi-journée. Mais vous ne voulez pas couper avec le monde professionnel? Non, parce que je veux garder mon indépendance en tant qu'élu pour pouvoir servir Annecy et son agglomération, mais ne pas être prisonnier de partis politiques, il faut dire les choses clairement, et d'être prisonnier d'une forme de démagogie à la veille d'élections quand on n'aurait qu'un mandat à assumer. Ce qui veut dire que quand on n'est que politique, on est un peu pieds et mains liés. Je pense honnêtement qu'à un moment donné, on peut l'être. Et moi, je crois profondément que pour faire élu local, il faut avoir des convictions d'être attaché à son territoire, mais également pouvoir garder sa sérénité et son indépendance. C'est ce que je veux vraiment revendiquer. Alors, vos fonctions d'élu, elles sont au nombre de 3. Conseiller général d'Annecy Centre, maire d'Annecy et président de la communauté d'agglomération d'Annecy, la C2A, comme on l'appelle, ce qui rend vos journées un peu chargées parfois. Exemple, mardi dernier, reportage Cédric Picot, Yves-Marie Glo. La coupure, du ruban, le geste le plus symbolique et le plus protocolaire des élus. Ce matin d'hiver, c'est en tant que président de la communauté d'agglomération d'Annecy que Jean-Luc Rigaud inaugure les locaux du service gestion des déchets, un service exemplaire récompensé par la remise du label Qualité Plus de l'ADEME. Avec des chauffe-eau aussi. Autre mandat, autre lieu, autre réunion. Le conseiller général d'Annecy Centre retrouve son président Christian Monteil pour recevoir tout un état-major de généraux et de colonels chargés d'organiser, en mars 2013, les Jeux mondiaux des militaires. Ce n'est pas un sous-produit de Jeux Olympiques, ça s'est décidé avant que la décision des Jeux Olympiques 2018 ait été prise par le CIO. Non, c'est un engagement de la France d'organiser les Jeux mondiaux militaires ici sur notre pays. Le maire d'Annecy rejoint ensuite son château, c'est le surnom de l'hôtel de ville. Au programme, une rencontre avec les commerçants pour régler des problèmes très épineux de terrasses qui envahissent l'été les trottoirs de la vieille ville. L'endroit est plutôt bien choisi, la salle du conseil municipal est en effet historiquement un ancien tribunal. Moins solennel, plus chaleureux le bureau du maire. Le soir tombe, les réunions, elles, se poursuivent avec la préparation du forum de recrutement organisé chaque année par Pôle emploi. Annecy, tout comme la Haute-Savoie, bénéficie d'un environnement économique favorable. Elle est donc relativement épargnée par la crise. La ville elle-même jouit d'une excellente image. Moi, quand je suis arrivé à Annecy par l'angle du sport, tout de suite, on retrouve un grand respect, le lac, la ville, le bâti, le patrimoine historique, mais également tout le reste, cet équilibre de cette ville où dans tous les quartiers, Annecy a une âme et dans tous les quartiers, il y a un travail qui est fait pour que les citoyens se sentent bien. Et ces citoyens, nouveaux arrivants, sont régulièrement accueillis par l'ensemble du conseil municipal dans le grand salon de l'hôtel de ville. C'est la dernière cérémonie de la journée. Annecy compte aujourd'hui 52 000 habitants, un chiffre plutôt stable depuis maintenant 40 ans. Jean-Luc Rigaud, on va parler d'Annecy. C'est assez étonnant qu'Annecy n'augmente pas sa population. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'attire pas il n'y a pas de gain?
Annecy est un territoire petit et aujourd'hui, pour maintenir la population actuelle, 52, 53 000, et nous n'avons pas vocation à vouloir devenir une mégapole, eh bien, il faut continuer à construire des logements du fait de la décohabitation. Depuis 15 à 20 ans, on voit que nous sommes moins nombreux. Qu'est-ce que c'est que la décohabitation ? Depuis 15 à 20 ans, nous sommes moins nombreux, nous habitons moins densément parce qu'il y a des phénomènes de rupture sociale. Beaucoup de gens divorcent et puis il faut 2 appartements au lieu d'un parce que les gens sont moins nombreux par appartement et parce qu'on a plus de confort individuel. La première explication, est-ce que c'est pas parce que la ville est trop chère ? Ça, c'est un autre sujet, non. Il faut qu'on construise des logements parce que dès qu'il y a des programmes de logement, ils sont totalement très vite occupés. Et c'est pour ça que nous avons une grosse action en faveur du logement locatif social. Alors, 3 800 € le mètre carré à l'achat. Hein, je fais ma petite enquête. Un 2 pièces, 45-50 mètres carrés, 600 €. Ce qui est plutôt correct, en fait. C'est moins cher qu'à Lyon. Hein. La location reste encore assez abordable. Sauf que ça reste cher quand même pour la plupart des Annéciens. Ça fait partie de nos difficultés. Alors, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'on peut faire, c'est construire, malgré tout, continuer à faire beaucoup de construction en matière de logement social. Donc nous avons au niveau de l'agglomération un plan local de l'habitat de façon à ce que chacune des communes tende et arrive aux 20% de logements sociaux. Annecy va y être. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous êtes dans les clous par rapport à la loi ? Nous y serons l'année prochaine. On est à 19,2. L'année prochaine, ça sera 20%, à moins que la loi change. Donc en fait, Annecy est relativement limitée en territoire. Et donc maintenant, quoi le travail ? C'est d'embellir la ville. On est plutôt dans un processus d'améliorer, de rénovation. Il y a en permanence du travail à faire pour la rénovation urbaine, puisque il y a des quartiers qui vieillissent, il faut les rénover. Il y a de nouveaux programmes d'habitation qui se font. Mais il faut le faire en permanence aussi en ayant l'idée que la richesse d'Annecy, c'est son lac, c'est son environnement, c'est son patrimoine naturel, bien sûr, mais c'est également son patrimoine bâti historique et il y a une permanence à travail qui doit être faite pour améliorer cela. Est-ce que ça veut dire qu'Annecy vivote, manque de dynamisme ? Je ne crois pas du tout. Enfin, les signes le montrent, l'économie d'Annecy est bonne. Il y a à Annecy, sur la ville, 34 000 emplois alors qu'il y a 24 000 actifs pour la population. Donc on voit bien que le bassin de vie est hyper dynamique. Parce qu'en matière de grands projets, il y a le nouveau centre des congrès, j'imagine, mais hormis... Il y a beaucoup de grands projets, des grands projets d'aménagement urbain, création de lignes de bus à haut niveau de service, rénovation du quartier de l'hôpital, de l'ancien hôpital, l'acquisition du Haras d'Annecy pour y faire vraiment le centre international du cinéma et de l'animation. En même temps, c'est compliqué de faire des grands projets, notamment immobiliers. Je reviens au centre des congrès, qui vous cause quand même beaucoup de soucis puisqu'il est implanté sur un lieu auquel les Annéciens tiennent beaucoup. Oui, c'est un projet difficile. La presqu'île d'Ambigny à côté de l'hôtel Impérial. C'est vrai, c'est un projet difficile. Nous avons un centre de congrès, celui de l'Impérial. Il est nécessaire aujourd'hui de l'agrandir, de lui donner sa capacité de 15 000 mètres carrés, on en a 6 000, pour pouvoir continuer à accueillir. Parce que si on ne progresse pas, en valeur relative par rapport au monde, on ne peut pas parler de grands projets sans évoquer quand même, faire un petit retour sur la candidature d'Annecy aux Jeux de 2018. Comment vous en sortez, vous, de cette candidature ? J'ai vécu ça à titre personnel, mais également la ville comme un échec, puisqu'on n'a pas gagné. Mais c'est la France qui n'a pas gagné devant la Corée. Le CIO a fait un autre choix. Aujourd'hui, il y a un héritage de ces Jeux Olympiques et de cette candidature. Et même s'il y a eu un échec dans le résultat, c'est un héritage positif. L'image d'Annecy, sa notoriété, ce que l'on a fait pour accélérer la liaison ferroviaire indispensable entre Annecy et Lyon. 1,5 million d'euros à la ville d'Annecy. Le budget global a été d'un peu moins de 25 millions d'euros avec tous les partenaires. L'État en tête, la région Rhône-Alpes, le Conseil général, et puis beaucoup de partenariats privés. Est-ce que donc, vous estimez qu'il y a un retour sur image qui est plutôt bénéfique alors ? Pour la ville, c'est 100% bénéfique. Pour l'accélération des infrastructures, ça a permis de faire accélérer les études et de faire réaliser dans les 2 ans le doublement de la voie ferrée Aix-Annecy, partiel, mais doublement quand même. Ça permet également d'avoir réfléchi sur une meilleure manière d'urbaniser l'espace et l'espace de montagne, la mise en place d'éco-quartiers, d'éco-stations. Tous ces concepts, ça les a accélérés. Alors Jean-Luc Rigaud, vous n'êtes pas annécien d'origine, votre implantation à Annecy elle est due à votre passé de sportif, vous avez pratiqué le canoë à un très haut niveau, votre spécialité est la descente en rivière. Alors c'est pour vous entraîner, principalement dans les gorges du Fier, que vous... Fier ou Fier on dit Fier. Que vous avez été licencié au club d'Annecy, dont vous avez ensuite pris la présidence. C'est là qu'est venu vous chercher un collaborateur de Bernard Bosson, l'ancien député maire d'Annecy, qui est devenu votre mentor en politique, que je vous propose une rapide biographie. Elle est signée Fabrice Liégard.
L'élu Jean-Luc Rigaud met souvent en avant son passé sportif. C'est vrai qu'avant de naviguer, comme il le dit lui-même, dans les eaux parfois troubles de la politique, il a su ramer et conquérir ses premiers titres de gloire dans les eaux limpides des rivières. Avec son ami d'enfance Gilles Bernard, il a formé un redoutable tandem de canoë biplace de descente, champion d'Europe et du monde au début des années 80. Il faut une bonne synchronisation d'ensemble, donc un bon entraînement avant. Ah Gilles. Amis d'enfance, originaires de la Marne avant de s'installer à Annecy via le canoë, les deux hommes sont encore aujourd'hui inséparables. Les rôles sont simplement inversés. L'ancien leader de l'embarcation est aujourd'hui au soutien de son ex-équipier. Je crois que Jean-Luc aime les gens tout simplement, quoi. C'est son personnage, c'est ses parents qui lui ont appris ce côté simple de la vie, aimer les gens et puis pas forcément faire trop de calculs, même si aujourd'hui la politique l'amène à en faire un petit peu, nécessairement, quoi. La politique, elle a démarré par une rencontre avec Bernard Bosson, qui en fait un simple conseiller municipal en 1995, puis son premier adjoint en 2001, avant de lui céder son fauteuil en janvier 2007, un an avant la fin du mandat. Opération réussie. En 2008, Jean-Luc Rigaud, ex-UDF passé au nouveau centre, est élu maire d'Annecy au premier tour, en battant notamment le sénateur UMP, Pierre Hérisson. L'homme prouve son ancrage local, renforcé par un mandat de conseiller général acquis depuis 2000 et une présidence de l'agglomération annécienne depuis 2007. Jean-Luc Rigaud, vous apparteniez à l'UDF avec Bernard Bosson, après maintenant Nouveau Centre. Qu'est-ce qui fonde votre engagement politique ? Bernard Bosson m'a appris beaucoup de choses. Je n'étais pas destiné à rentrer dans ce milieu politique, mais un mandat local, c'est passionnant. Bernard Bosson m'a donné le goût de la politique. Quand on aime Annecy, qu'on rencontre un homme comme lui... Par gauche ? Parce que mes convictions de centre droit sont totalement ancrées, c'est mon histoire personnelle, et j'ai retrouvé à travers l'UDF, à travers ses valeurs européennes, humanistes, sociales, tout en étant quand même attentif au développement économique, le bon équilibre. Alors vous êtes du Nouveau Centre, mais je l'ai dit, vous avez pris position en faveur de François Bayrou pour les présidentielles. Qu'est-ce qui a décidé ce choix ? Vous avez un candidat, le Nouveau Centre, Hervé Morin. Oui, mais là, en 2007, j'ai soutenu François Bayrou au premier tour de la même façon qu'aujourd'hui. Je soutiens François Bayrou au premier tour parce que je considère que c'est lui qui porte le mieux les valeurs du centre et les valeurs centristes. Hervé Morin, c'est un bon président de parti. Il a permis au Nouveau Centre de traverser les épreuves difficiles récemment, mais je considère aujourd'hui qu'il ne faut qu'un homme au centre pour porter ces valeurs-là, et c'est François Bayrou. Est-ce que cette décision remet en cause votre appartenance au Nouveau Centre ? Pas du tout. Parce que François Bayrou, il a un parti, je ne vous l'apprends pas quand même. François Bayrou est attaché au MoDem. Moi, je suis l'homme François Bayrou, restant adhérent du Nouveau Centre. Je pense que ce n'est pas incompatible si on veut aujourd'hui ouvrir et faire un peu plus de pluralisme. Après les présidentielles, les législatives, est-ce que vous serez candidat ? Non, je ne serai pas candidat aux législatives aujourd'hui parce que je considère qu'être maire et président de l'agglomération d'Annecy représente un challenge important d'ici 2014. Ça serait une suite logique quand même. Je crois que l'histoire change aujourd'hui et je suis très attaché à l'évolution des réformes des collectivités qui s'annoncent. Et aujourd'hui, bien clarifier le niveau national, le niveau intermédiaire, région, département dans un bloc, et le niveau communal, président d'agglo et maire d'une ville-centre importante, me semblent trois niveaux à bien distincts. Est-ce que vous avez, entre guillemets, peur d'aller affronter les ténors actuels du département ? Vous êtes sur la conscription de Lionel Tardy, soutenu par l'UMP, il y a Annecy Levieux avec Bernard Accoyer, l'UMP encore. Est-ce que là aussi vous dites peut-être mieux pas aller froisser C'est pas du tout une question de peur, ni de défi, ni de conflit. Je crois que par le passé, quand on a des convictions, il faut s'y atteler et s'y tenir. Je crois que c'est l'engagement que j'ai pris avec les Annéciens. Alors Jean-Luc Rigaud, vous êtes non seulement maire, mais également conseiller général de Haute-Savoie, un département très tourné vers le tourisme et qui aujourd'hui est en train de mettre en place un nouveau plan montagne. Alors quel avenir pour la montagne ? C'est le thème du débat qui va suivre. Et pour ce faire, j'invite à nous rejoindre Alain Boulogne, le président de la CIPRA France. La CIPRA, c'est la Commission internationale de la protection des Alpes, une association écologiste, comme l'indique son nom, qui est l'un des initiateurs de l'appel pour la montagne, lancé récemment avec Mountain Wilderness. Alain Boulogne, bonjour. Je signale également que vous êtes ancien maire d'Égers, vous êtes très connu dans la Haute-Savoie, ancien directeur d'office de tourisme. Vous êtes très au courant de tout ce dossier de montagne. Alors cet appel pour la montagne que beaucoup d'associations ont signé, ça veut dire quoi ? L'environnement montagnard est en danger aujourd'hui ? Quel constat vous faites ? Un seul chiffre sur la Haute-Savoie, 630 000 lits construits d'accueil en montagne.
c'est plus que les lits d'accueil pour la Tunisie et le Maroc réunis. Et donc là, vous considérez qu'on est encore dans l'équipement. Et donc, aujourd'hui, il serait peut-être temps de se dire, peut-être qu'on a assez de lits d'accueil et peut-être qu'il faut optimiser notre politique plutôt que de continuer à aller toujours de l'avant, à fuir un petit peu. Les en collectivités locales, donc les mairies, les stations de sport d'hiver et le Conseil général, encouragent plutôt ce développement continu de la montagne? Même pas, il n'y a pas de réflexion. On considère que la montagne doit continuer à grandir. Il y a toujours des plans de développement et il n'y a pas de réflexion sur le futur. Dans les frigos? Moi, je suis très heureux de vous rencontrer, Président, puisque Annecy vient d'être élue et choisie ville des Alpes pour l'année 2012. Et donc la CIPRA que vous présidez ici, nous avons eu l'occasion de lancer ce bel événement ensemble. Et votre directeur, M. Mignotte, justement expliquait toutes les vertus de cette démarche. Et nous y adhérons à cette démarche de l'arc alpin. L'arc alpin, c'est-à-dire de la Slovénie avec les 8 pays membres. Et cette préoccupation, si je parle de ça, c'est parce que justement, à travers cette préoccupation, c'est comment demain, on arrive au développement harmonieux de la montagne. Et nous, on en prend notre part. La ville d'Annecy, avec le Conseil général de Haute-Savoie, avec la Société d'économie alpestre, qui est l'outil pour avoir un développement raisonné de la montagne. Et je crois qu'on n'est pas dans la stérilisation. Vous votez les plans, vous votez les aides aux stations de sport d'hiver, j'imagine. Mais oui, vous êtes dans la majorité. Vous êtes tous dans la majorité, de toute manière, en Haute-Savoie. Il y a lacune. Évidemment, je vote les aides, mais je vote les aides pour la préservation des ressources naturelles, pour un développement raisonné de la montagne et une montagne qui reste habitée et vivante. Anna Blum ? Oui, moi je crois qu'aujourd'hui, je suis content d'entendre que vous avez cette préoccupation-là. Je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même oser mettre à plat un certain nombre de choses et que l'intérêt général pour la montagne ne doit pas se confondre avec l'intérêt du plus fort et qu'aujourd'hui un certain nombre d'intérêts particuliers dominent toujours ce mode de fonctionnement de la montagne et qu'on a beaucoup de mal à imaginer autre chose que le tout neige. Or, aujourd'hui... Quand vous parlez d'intérêts particuliers, ce sont les sociétés de remontée mécanique, non, c'est qui? C'est probablement beaucoup plus les propriétaires fonciers qui ont tout intérêt à ce que leur terrain continue à devenir constructible. Et ce faisant, on confond vivre du tourisme avec vivre de l'immobilier. Et je pense qu'on n'est pas sur le bon schéma qui nous prépare pour le futur, tout simplement. Et que donc l'intérêt général arrive du côté du plus fort et que le Conseil général devrait avoir une position beaucoup plus claire sur ce sujet qui va devenir central, puisque devant nous, on a malheureusement des enjeux environnementaux extrêmement larges, où à partir des bilans carbone des stations, on sait qu'on est très très embêté avec le transport des touristes qui font vivre nos territoires de montagne et avec les bâtiments. J'ai cité un chiffre tout à l'heure, qu'il va falloir réhabiliter et isoler. Mais je suis heureux d'entendre ça parce que ça fait aussi partie des choses vers lesquelles nous devons tendre. Et vous êtes plutôt d'accord en fait. Alors. Mais oui, nous sommes d'accord sur un objectif. Je crois qu'il n'y a pas de différence, si ce n'est de bien prendre en compte que la montagne ne doit pas être désincarnée, ne doit pas devenir un no man's land, mais doit rester habitée, mais habitée intelligemment. Alors on parle de développement durable et de ces trois domaines, environnement, préservation de l'homme et économie en même temps. Et donc on essaye de tendre vers cela. Et je pense que c'est justement le positionnement des pro-environnement dont je fais partie, mais en même temps en prenant en compte la dimension humaine et la dimension économique. On ne peut pas abandonner la montagne. Le tout, c'est la manière de faire, la manière de la vivre et la manière demain de travailler ensemble en montagne et d'évoluer. Et je crois que je voudrais simplement revenir sur un des héritages aussi des Jeux Olympiques, c'est d'avoir pris conscience que demain, ce n'était pas plus de montagne, mais mieux de montagne. Mieux la reconsidérer. Nos stations vieillissent, il faut pas les réurbaniser, mais les moderniser, mettre en place des économies d'énergie, des plans de transport adaptés. Je crois que là, on a un travail commun à faire et je m'en réjouis. Ah ben alors écoutez, avec très grand plaisir, moi je ne demande pas mieux et ça fait des années que je souhaite justement être intégré aux travaux du Conseil général. Jusqu'à présent, on était considéré comme persona non grata, donc je note le changement. Alors, vous savez, Ville des Alpes 2012, cette ville chef-lieu avec son agglomération, qui se lance également dans un plan climat-énergie territorial, j'associe le département et puis l'agglomération d'Annecy dans cette réflexion. Ça va nous aider à progresser.
Le Conseil général aide directement des stations en difficulté ou quelle est la position du Conseil général? Le Conseil général donne des aides au maintien de l'agriculture en montagne et donne des aides également pour certaines stations en fonction du régime des remontées mécaniques, etc. Elle ne gère plus directement des non, stations? Aucune. C'est pas sa vocation. Et la neige de culture, comme aiment dire maintenant les aménageurs, on parle plus de canon à neige parce que c'est un côté trop agressif. Là, notamment en Isère, on aide souvent les stations à s'équiper. Le Conseil général de Haute-Savoie fait Là pareil. aussi, il y a actuellement des aides qui sont fournies et ça rentre dans une réflexion d'aider. Mais pourquoi et comment demain les stations doivent penser à leur reconversion progressive? En Haute-Savoie, il y a pas mal de stations de moyenne montagne et on sait, avec l'évolution climatique actuelle, que ces stations devront penser autrement la montagne de demain avec une reconversion peut-être estivale et travailler autrement. Et sur ce sujet, moi qui suis très proche des Aravis, la Clusaz, le Grand Bornand, on a initié aujourd'hui une démarche par le biais du tourisme. Si le label Lake and Ski, Ski Resort Mountain, c'est un label peut-être en anglo-saxon, mais qui dit les montagnes du lac d'Annecy, a été créé, c'est bien pour faire le trait d'union entre Annecy, la ville, le tourisme urbain, et le tourisme de montagne pour faire un tourisme 4 saisons pensé autrement. Ouais, je crois que sur la neige de culture, très rapidement, ça nous permet de faire le distinguo entre court terme et long terme. Il est évident que la neige de culture est une réponse immédiate. Et ça n'empêche pas, ça ne nous fera pas faire l'économie d'une réflexion à un petit peu plus long terme. Mais aujourd'hui, je constate qu'on reste concentré sur l'immédiateté. Et la réflexion du long terme, elle doit absolument être introduite. D'accord. La finalité de cet appel pour la montagne, c'est quoi? C'est de geler aujourd'hui tous les équipements en station? Non, il ne s'agit pas de geler. Il s'agit d'essayer d'imaginer que la montagne, c'est beaucoup plus large que la neige. Et que la montagne ouvre un champ des possibles absolument extraordinaires. C'est un territoire de jeux, de loisirs, de vie exceptionnel, et qu'aujourd'hui on en a fait juste une espèce de Luna Park qui tourne autour de la neige. J'adore aussi le ski, c'est pas la question, mais on peut faire en termes d'emploi et d'activité. En termes d'imagination. d'emploi et d'activité, qu'est-ce qu'il y a de plus performant qu'une station de ski? Il n'y a rien de plus performant que le ski, c'est bien le drame. Bien sûr que s'il existait une solution B immédiatement remplaçable par la solution A, bien sûr qu'on l'aurait déjà mise en place. Il va falloir faire preuve de beaucoup plus d'imagination qu'on a aujourd'hui. Le président Christian Montel vous a réuni, les maires, récemment, justement pour jeter un petit peu les bases du prochain plan montagne. Oui, tout à fait. Quelle est votre contribution? La contribution d'Annecy, qui est la ville la plus urbaine, qui concentre avec les autres pôles urbains au pied des vallées, qui concentre finalement l'habitat du quotidien, mais c'est quand même d'avoir des échanges et un travail fait notamment sur les transports et déplacements en direction des massifs montagneux pour fluidifier tout ça et d'accompagner. Oui, oui. Le mot de la fin, avant d'avoir le journal de la mi-journée? Si vous voulez, moi si je me base simplement sur le bilan carbone des stations, aujourd'hui on sait qu'on a deux énormes problèmes devant nous, on l'a déjà dit, c'est le problème de l'acheminement et le train ne suffira pas, il va falloir imaginer autre chose, et puis la rénovation des bâtiments, l'isolation des bâtiments, c'est un chantier gigantesque, 20 ans d'emploi devant nous. Monsieur Boulogne, merci de nous avoir rejoints pour être notre contradicteur vis-à-vis de Jean-Luc Rigaud. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le Journal des Alpes, journal de la mi-journée. Il est présenté aujourd'hui par Cédric Picot et on se retrouve tout de suite après. N'empêche qu'il est doué, ce chef, franchement. Trop doué. Moi, j'adore sa cuisine. Puis il est mignon aussi. Il a un regard, on l'adore. On l'aime. On l'aime. Les filles, vous allez me faire rougir. À dimanche. Goûtez voir est à Val Thorens avec le chef Jean Sulpice, dimanche à 11h30. France 3, partenaire du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Retrouvez son œuvre tout au long de l'année en Rhône-Alpes. En 2012, Jean-Jacques Rousseau fête ses 300 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans les Alpes. L'actualité de ce samedi, c'est d'abord la SNCF et Réseau Ferré de France mis en examen en Haute-Savoie. La justice s'intéresse à l'éventuelle responsabilité des deux entreprises dans le drame d'Allinges il y a presque 4 ans. L'accident de bus scolaire sur un passage à niveau avait fait 7 morts. Franck Grasso.
Allinges, c'est un drame qui dure. Le nom d'un village qui revient comme le mot-clé d'une affaire qui n'en finit pas sur le plan judiciaire. 3 ans et 8 mois après le terrible accident, les parents des 7 adolescents décédés sont toujours dans l'attente d'un procès. À la barre, il y aura certes le chauffeur de car qui a visiblement commis une faute, mais depuis aujourd'hui, on sait que la SNCF et Réseau Ferré de France peuvent se retrouver dans le box des accusés. En mettant ces 2 entreprises publiques en examen, le procureur d'Annecy met en lumière la dangerosité du passage à niveau. Il aurait dû être refait ou interdit aux poids lourds et aux transports en commun. Même si ces mises en examen ne préjugent en rien d'une éventuelle condamnation, elles répondent aux familles qui, depuis le début, pointent du doigt les rails. Le minimum que nous souhaitions, c'est effectivement qu'ils viennent s'expliquer et qu'ils viennent nous dire pourquoi la sonnerie des passages à niveau est inaudible par temps de pluie, par l'écart. Pourquoi, lorsque un train arrive avec une visibilité de simplement 100 mètres, il arrive à 90 km/h, alors que tous les experts disent qu'à 50, il peut s'arrêter. Voilà, on veut qu'ils viennent nous expliquer pourquoi ils font des réglementations et des législations et qui font qu'ils ne peuvent pas empêcher ce type d'accident. Ces pères et ces mères pourraient avoir l'impression de faire un pas vers la vérité, mais chacun sait que ces mises en examen peuvent encore être contestées. La mobilisation contre les conséquences du froid continue. La préfecture de l'Isère a ouvert 2 sites supplémentaires pour accueillir les plus démunis. 220 places en plus sur le département qui en compte désormais 540. Du côté de la Savoie, on dispose de 152 places. La Haute-Savoie a 380 places disponibles 24 heures sur 24. Évidemment, si vous voyez une personne en détresse dans la rue par ce froid, surtout appelez le numéro d'urgence, le 115. Justice à présent, le procès de Denis Suarez devant les assises de l'Isère a été renvoyé. La Brésilienne de 42 ans comparaissait depuis 2 jours pour l'assassinat de son compagnon, Sébastien Brun, un fleuriste grenoblois. Les avocats de la défense ont multiplié les incidents de procédure. Le président de la cour d'assises a donc estimé hier que la sérénité des débats n'était plus assurée. Le procès a donc été renvoyé. Grenoble manque le coche. L'université de la capitale iséroise n'a pas été retenue comme pôle d'excellence. Elle ne touchera donc rien des 8 milliards d'euros de dotation de l'État issus du grand emprunt. Le point avec Sylvain Giguère. Il y a d'un côté les élus qui pourront rester dans la cour des grands et rivaliser avec les superstars internationales, Harvard, Oxford ou Cambridge. Les élus, 8 campus français labellisés d'excellence qui se partageront les près de 8 milliards d'euros du grand emprunt national. Et puis il y a les autres, les recalés, dont l'intégralité du pôle universitaire de Rhône-Alpes. Ni Grenoble, ni Lyon, leurs 245 000 étudiants, leurs 19 000 enseignants répartis dans 600 labos n'auront en effet accès au gâteau. Pas d'explication officielle du gouvernement sur cet échec pour l'instant. On les attend en début de semaine prochaine. Mais ce que l'on connaît, ce sont les 12 critères d'excellence évalués, dont les stratégies de recherche, de formation, de partenariat, mais aussi de gouvernance et de pilotage mis en œuvre par les candidats. Et c'est sans doute du côté de la gouvernance que le dossier de Grenoble a eu du mal à convaincre. On connaît de longue date les problèmes rencontrés par les 3 universités pour se regrouper en une seule entité. Reste une grande déception pour un pôle universitaire grenoblois, pourtant distingué dernièrement encore dans le baromètre de Shanghai, qui évalue les performances des campus mondiaux. C'est très mal parti pour un nouveau village de marque dans le Nord-Isère. La commission départementale d'aménagement commercial a dit non. Hier, elle s'est opposée à une large majorité à l'installation d'une centaine de boutiques entre la Verpillière et Villefontaine. Les promoteurs du projet ont 1 mois pour déposer un recours. Et puis, ne manquez pas le ski cet après-midi. Les descendeurs sont sur le point d'entrer en piste sur la Verte des Ouches. À suivre les hommes en forme du moment pour cette compétition de Coupe du Monde. Kroll, Kuch et Miller, le tiercé dans l'ordre de la première descente qui a eu lieu hier. En attendant ce gros moment de ski, la voie libre continue sur France 3 avec Christian Deville. Merci Cédric. Retour donc sur le plateau de la Voie libre avec son invité, Jean-Luc Rigaud, maire nouveau centre d'Annecy et conseiller général aussi. Après, sur le journal, quelques réactions. Vous êtes de la SNCF, ça vous touche la condamnation là ? Ce qui me touche surtout, c'est le drame. À chaque fois qu'il y a un drame, un passage à niveau et qu'il y a des conflits comme ça, c'est dramatique pour les personnes. Et que, là, la SNCF est fautive.
Là, il y a des accusations, on ne peut pas encore dire qu'elle est fautive. En plus, la SNCF exploite, RFF est gestionnaire du réseau, et donc que la lumière soit faite est indispensable. Mais il y a également quand même Sur le votre conducteur agglo, il y a du des cœur. passages dangereux? Sur l'agglomération d'Annecy, il y a encore des passages à niveau, il y en a de moins en moins. Nous les supprimons parce que plus le milieu est urbain, plus c'est compliqué. Là, la collectivité ne peut pas suppléer au manque ou à mauvaise volonté justement de RFF ou SNCF pour agir plus vite? Je crois qu'à chacun ses responsabilités. La SNCF et surtout RFF est gestionnaire du domaine ferroviaire. Il faut qu'avec le gestionnaire de route, qui est soit le département, soit la commune, il y ait des échanges et en fonction du taux d'accident ou des risques, supprimer les passages à niveau progressivement. Il y a un programme pour ça. L'actualité, c'est le froid, le grand froid. Annecy a des logements d'urgence pour Oui, les SDF. on a Quel dispositif vous mettez en place, vous ? on a un dispositif hivernal où on renforce les équipements habituels. Notamment, nous, on a une piscine d'été que l'on ouvre. Tous les vestiaires sont ouverts l'hiver pour les périodes de froid. Et quand c'est grand froid comme ça, le plan extrême est lancé par le préfet, on ouvre le camping municipal où on a des bungalows en plus. Et s'il faut, on met à disposition des locaux. Et puis, on a une tolérance. Et là, je fais appel à tout le monde. On accepte que ceux qui dorment encore dans les parkings, bien, ils ne soient plus sortis des parkings, alors que c'est pas très confortable. Parce que c'est la police municipale qui en général, oui, parce que assure la sécurité des parkings. Il faut le faire au niveau des parkings à Annecy. Et là, ma foi, c'est pas tellement déjà bien de dormir dans un parking, dans les étages d'huile et les voitures, mais il faut comprendre que dans ces périodes-là, on ne laisse pas les gens dehors. Je veux que personne ne meure de froid dehors. Après l'actualité du jour, l'actualité de la semaine, c'est l'heure de notre rétrospective des faits marquants qui se sont déroulés dans les Alpes depuis lundi. Une semaine dominée par les procès en tout genre, comme le témoigne le premier volet, signé Sophie Pellerin. Une semaine très judiciaire avec pour commencer le désarroi et la colère de ses parents retrouvant leur enfant couvert de bleu après leur passage chez la nounou. Jugée devant le tribunal correctionnel de Bonneville, l'assistante maternelle a été condamnée à 3 ans de prison dont 1 ferme et à une interdiction à vie d'exercer une profession en lien avec les enfants. Derrière ce regard d'ange, y a-t-il un démon ? Denis Soares comparaît depuis jeudi pour une semaine devant la cour d'assises de l'Isère. Elle est accusée d'avoir empoisonné son compagnon, un fleuriste grenoblois, lors de vacances au Brésil. Cette Brésilienne avait ensuite fait croire que ce dernier était resté là-bas par amour du pays avant de vider son compte en banque. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le maire de Tignes a-t-il utilisé ses pouvoirs de premier magistrat pour faciliter ses propres petites affaires immobilières ? Le procureur d'Albertville a répondu oui lundi en requérant 6 mois de prison avec sursis et une période d'inéligibilité à l'encontre d'Olivier Zaragoza pour prise illégale d'intérêt. Le jugement a été mis en délibéré. Le maire de Tignes en passe d'être condamné, ou en tout cas au tribunal, qui va un peu dans le sens des propos d'Alain Boulogne sur les intérêts particuliers en station de sport d'hiver. C'est difficile, quand on est maire, d'être attentif à tout. J'espère qu'il n'y a pas eu de malversation, parce que ça honore pas forcément la fonction de maire et la fonction d'élu. C'est encore une fois au tribunal d'arbitrer ça. Mais... Vous craignez, vous, une judiciarisation ? On voit souvent des maires avec des problèmes en justice. Est-ce que vous craignez ça ? Est-ce que des fois vous avez des sueurs froides quand vous signez un papier ? Il faut toujours être bordé juridiquement. Ce que je crains, mais c'est surtout un constat, c'est de voir aujourd'hui que tout se judiciarise. Aujourd'hui, tout est contesté par, alors je ne veux pas dire par principe, mais au nom de l'intérêt des défenses individuelles. Et le maire est quand même là pour faire valoir les intérêts généraux. C'est de plus en plus compliqué. Il y a une forme de judiciarisation, évidemment, de notre société. Il y a souvent, effectivement, une opposition qui se lève à chaque projet. Est-ce que vous n'en avez pas marre ? On l'a vu pour les Jeux Olympiques, les anti-JO. Il y a les anti-tout aujourd'hui. Le centre des congrès aujourd'hui. Alors, l'opposition est saine, il le faut, c'est un principe démocratique. Maintenant, le système associatif qui se fédère pour réagir contre, a priori, sans trop savoir. Aujourd'hui, il y a un peu, on peut avoir une idée, avant même qu'elle soit votée au conseil municipal, on a déjà des pétitions. Au passage, Bernard Bosson s'est prononcé contre le projet des centres de congrès. Visiblement, il soutient les opposants. Bernard Bosson a toujours eu une volonté très forte que les berges du lac soient la propriété de tous. C'est ce que l'on fait également. Moi, je poursuis dans cette voie, comme son père l'a été. Après, il y a des interprétations de la manière de faire. Ce centre de congrès, cette extension du centre actuel, parce qu'il s'agit d'une extension, forcément à côté de l'actuel, devra être très Est-ce que ça enterré. veut dire qu'entre vous, les relations sont plus tendues ou moins bonnes qu'avant ? Pas du tout. Alors là, je ne mélange pas les genres. J'ai une estime très forte pour Bernard Bosson, pour l'action qu'il a conduite, dans la lignée de son père. Je me suis mis dans cette direction-là, je ne vais pas en changer.
Aujourd'hui, il est très présent, vous lui parlez souvent. Est-ce que vous êtes bien le nouveau maire ou est-ce que c'est toujours lui le maire ? Ça, c'est une question. Je pense qu'il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Il est maire honoraire. Il est invité, bien sûr, en tant que maire honoraire pour l'action qu'il a conduite. Aujourd'hui, il est très actif dans la campagne politique de François Bayrou. Nous partageons les mêmes valeurs autour de cela. Je crois que chacun a son rôle et sa dimension. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. En tout cas, on ne peut pas parler de filiation avec lui, mais bon, c'est lui qui vous a amené à la politique. Vous le suivez dans son choix de François Bayrou. Le lien est vraiment très fort. Ça, c'est évidemment nos convictions parallèles sur le plan national. Sur le plan local, après, les choses évoluent, la vie change. À un moment donné, quand on se sort des affaires, on voit bien que les environnements et les difficultés sont là. Aujourd'hui, économiquement, c'est pas facile. Moi, j'ai un souci majeur, c'est l'emploi et le développement et le maintien de l'emploi à Annecy, le logement et l'environnement. Je reste sur un plan politique. Vous êtes la figure du proue du nouveau centre avec le sénateur Amoudry. C'est pas compliqué en Haute-Savoie ? La Haute-Savoie est une terre centriste. On sait qu'il y a des rivalités entre les centristes et l'UMP avec Bernard Accoyer sur le département. Moi, je m'entends avec Bernard Accoyer. Il vice-préside l'agglomération d'Annecy. Il y a des accords et des bons fonctionnements dans l'intérêt local. Après, sur les positionnements plus politiques, c'est vrai que chacun défend la couleur du parti. Mais j'estime que d'abord, les projets doivent être guidés par l'intérêt dont ils ont pour les concitoyens. Alors, deuxième volet de notre rétrospective de l'actualité de la semaine, toujours signée Sophie Pellerin. On parlait de la fonction de maire et de ses dangers. Et bien là, on va voir que des élus de Maurienne ne manquent pas de cran. Parce que l'avenir de Rio Tinto ne tient selon eux qu'à un fil, les maires de Maurienne ont décidé de marquer les esprits vendredi en se suspendant au clocher de Saint-Jean-de-Maurienne. Dans le cadre de négociations sur le prix de l'électricité, l'entreprise d'aluminium très consommatrice craint de devoir fermer si EDF lui demande de payer le prix du marché. Rio Tinto emploie 600 personnes et génère 2200 emplois indirects dans la vallée. Cette semaine, le ciel nous a rappelé que l'hiver dans les Alpes pouvait être sibérien. L'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont passés mercredi au niveau 3 du plan grand froid. Les sans-abri ont ainsi pu trouver refuge dans des gymnases alors que les centres d'accueil sont saturés. C'est une obligation, il y en a tous les 5 ans, mais depuis Fukushima, on y porte un regard un peu différent. La centrale nucléaire de Saint-Alban en Isère organisait mardi un exercice de sûreté grandeur nature en simulant une fuite dans un réacteur. Une école a joué le jeu du confinement. En cas de fuite réelle, 17 000 personnes devraient être évacuées. Je vous ai vu réagir aux images des élus de Maurienne suspendus au clocher. Là. C'est impressionnant. C'est vrai qu'ils ont du courage. C'est une manière originale de marquer attention. En tout cas, c'est encore un appel à l'État, venir au secours d'une entreprise. Est-ce que maintenant, ce n'est pas systématique ? Les collectivités ou les élus se tournent vers l'État en disant venez aider ou venez au soutien d'une entreprise privée, un Rio Tinto. Est-ce que c'est nécessaire ? C'est indispensable qu'il y ait des vraies cohérences qui s'installent. Et aujourd'hui, on demande à chacun d'avoir des positions plus claires dans les compétences des uns et des autres. La compétence, c'est du chantage à l'emploi. Il y a ça peut ressembler à du chantage à l'emploi. L'État a son rôle à jouer, puisque finalement, il y a aussi de l'injection de fonds publics à un moment donné, puisque les collectivités ne peuvent pas tout faire seules. Donc l'échelon régional et l'échelon national peuvent jouer son rôle. Vous, sur votre ville, vous avez une grosse entreprise, la SNR. Est-ce que parfois vous avez dû l'aider ou elle a toqué à la porte de la ville en disant attention, si vous ne m'aidez pas, je vais licencier ? J'ai jamais fait en sorte d'aider directement les entreprises. On aide, et c'est la communauté d'agglomération qui a la compétence économique. Toutes les entreprises, d'une manière indirecte. La meilleure aide qu'on offre, c'est travailler le transport et déplacement, faire des logements et des logements à des prix accessibles pour que les salariés se logent à bon compte ou pas trop cher. Et puis également offrir autour une politique sportive et culturelle pour que les gens s'y sentent bien. Ce sont les conditions de vie aux entrepreneurs de faire leur métier. Avec SNR, ça se passe bien. C'est aujourd'hui une entreprise japonaise, NTN. Et donc là, on a des relations de confiance parce qu'il faut que les entrepreneurs et les investisseurs se sentent en confiance sur leur territoire. On retourne à la politique pour finir l'émission. Dans 2 ans, les municipales, vous briguez un nouveau mandat ? Oui, clairement. Je pense que 2 mandats, c'est bien. C'est mon premier. Je l'ai fait dans la continuité de Charles Bosson, de Bernard Bosson, André Fumex, donc 50 ans de centrisme et de centre 3. J'ai envie de poursuivre encore un mandat dans cette voie pour l'intérêt d'Annecy. Nouvelle aussi, autre élection, les sénatoriales plus tard. Est-ce que vous y pensez ? Écoutez, non, alors ça c'est moins sûr, on verra plus tard. Pour le moment, c'est clairement mon mandat municipal de maire et président d'agglo. Je pose ça parce que Pierre Hérisson a déjà annoncé qu'il ne se représentait pas, donc a priori il y aurait presque une place de libre. Écoutez, mais il n'y a pas de filiation en la matière. Aujourd'hui, donc, on est à
pas à mi-mandat, mais on approche de la fin du mandat, la réalisation dont vous êtes la plus fière à Annecy, mais vraiment due à Jean-Luc Rigaud? Alors ça, vous me posez des... Il y en a plusieurs. Ce que j'ai aujourd'hui bien orienté, c'est la réflexion que l'on porte sur les berges du lac et que le trait d'union du lac avec la ville soit fait avec tous les grands projets d'amélioration des berges du lac. Dernière question, une réponse rapide. Un centriste peut-il être ni de droite ni de gauche? Un centriste, à un moment donné, se positionne, il est du centre. Moi, je serai du centre-droite. S'il y a des choix à faire au deuxième tour, je les ferai dans ce sens-là. Nicolas Sarkozy? On verra. J'espère que Bayrou sera au deuxième tour. Jean-Luc Rigaud, je vous remercie d'être venu nous voir. La semaine prochaine, La Voix est libre s'intéressera au Front National dans les Alpes. Je vous souhaite une excellente après-midi. Rhône-Alpes reste en vigilance orange au grand froid. L'épisode se poursuivra tout le week-end et devrait continuer la semaine prochaine. Pour cet après-midi, le soleil sera plutôt généreux sur toute la région. À noter toutefois quelques nuages persistants dans les vallées alpines. Le vent de nord reste soutenu et accentue la sensation de froid. -8 à Saint-Étienne, -7 à Chambéry, -6 à Annecy, -5 à Bourg-en-Bresse et -4 à Lyon, Grenoble, Valence et Privas. Magnifique matinée attendue demain, du soleil, un grand ciel bleu sur tout Rhône-Alpes. Et bonne nouvelle, le vent de nord faiblira un peu. Le froid sera donc beaucoup plus supportable, évidemment, si on est bien couvert. Les minis de -11.